Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Les Pessis. clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez consacré 50 ans à inventer des pubs dont le rayonnement ne vous a jamais empêché de demeurer dans l'ombre. À vous aujourd'hui de vous mettre enfin en lumière en nous racontant et en nous éclairant sur votre parcours. Bonjour Claude Douce. Bonjour Jacques. Alors on connaît votre nom et vous publiez aux éditions du Rocher Mes années pub, 50 ans d'innovation de Nespresso à Oasis. Donc on va parler de ce livre, mais en même temps le principe des clés d'une vie, c'est de parler de votre parcours à travers des dates clés qui se rapportent, je vous rassure, au livre et à tout ce que vous racontez dedans. Alors la première date ne vous concerne pas directement, mais elle est importante dans votre esprit, dans votre parcours. Et le 19 juin 1948, c'est la première de cette manifestation. Monsieur Vincent Auriol, 500 000 personnes, le commerce de luxe français, le théâtre et le cinéma ont La accompagné Kermesse aux Madame la étoiles de Générale Tuileries, Leclerc à la Kermesse c'est aux la étoiles. première édition et je crois que cette Kermesse aux étoiles a marqué vos jeunes années, Claude Douce. Ah oui. Alors tout mon parcours, je me suis aperçu que c'est les restes de l'enfance. Alors l'enfance, après la guerre, il y a eu la Kermesse aux étoiles à la Concorde et ça réunissait tous les grandes vedettes américaines. Et là, j'ai connu Gary Cooper, Clark Gable, Rita Hayworth, tous les grands. Et alors j'étais très jeune et c'est mon frère qui avait 10 ans de plus qui m'emmenait et je notais tout. Donc j'ai encore les carnets avec tous ces grands. Alors j'étais fasciné. À l'époque, ça m'a fasciné de voir tous ces grands et ça m'a fait rêver. Et après, j'ai été séduit par tous les acteurs et c'est comme ça que j'ai travaillé. Alors j'ai travaillé avec une cinquantaine d'acteurs. Exactement. Alors la Kermesse aux étoiles, il y avait un billet qui coûtait 250 francs de l'époque. C'est à peu près 5 € d'aujourd'hui, j'ai fait le calcul. Oui. On avait droit à ce carnet, à se promener dans tous les stands avec les autographes. Ah, voilà, et c'est le ça. soir, mais vous n'alliez pas le soir, il y avait une soirée, une fête animée par Jean Nohain avec les filles du Lido ou des Moulins Rouges. Ah, voilà. C'est dommage qu'il n'ait pas été plus grand. Alors, il se trouve que, pour la circonstance, vous venez à Paris de Saint-Maurice, où vous avez grandi. Saint-Maurice, je vous précise qu'il y a une star qui a habité Saint-Maurice, c'est Jean-Paul Belmondo, quand il vivait avec Ursula Andress. Oui. Et Saint-Maurice, c'est là où vous avez grandi, comme un enfant timide au départ, Claude Douce. Ah, très timide. Très timide. Ça a été mon point faible. Et je m'en suis sorti que récemment. D'ailleurs, je crois même que lorsque vous téléphoniez, vous preniez des notes avant. Absolument. C'est incroyable. C'est-à-dire C'est vrai, j'avais peur du téléphone. C'est incroyable. J'avais peur de parler en public, d'ailleurs toujours. Si on me demande d'expliquer une campagne, je peux faire 2 heures non-stop, mais si on me demande de faire un discours pour rendre la politesse, je ne peux pas. Aujourd'hui, j'ai du mal à faire un discours. À Noël, pour la famille, c'est l'horreur. Et puis, il y a une autre peur que vous avez, et cette peur, on va l'illustrer par une chanson. Ginger Chikwenty, qui a gagné l'Eurovision en 64 avec Nono Letta, qui est devenue animatrice de télévision, a chanté l'orage. Et l'orage, vous en avez peur, je crois. Ah oui, parce que dans mon jeune âge, pendant la guerre, un an avant la fin de la guerre, on a reçu une bombe à Saint-Maurice, dans le jardin. Et alors d'ailleurs, toutes les fenêtres ont explosé, il y avait 10 cm de terre au premier étage, et nous on était à la cave. Alors comme c'était une vieille maison, vous voyez, la poudre de bois, on a cru que la maison était écroulée. Et alors, j'ai pas peur des éclairs, en fait, j'ai peur de rien, en fait, sauf du tonnerre, qui n'est pas dangereux en soi. Et je suis obligé de m'enfermer. Quand il y a un orage, quand je suis en Dordogne, il y a des orages terribles. Et j'ai toujours peur. Alors, c'est incroyable, parce que là encore, c'est l'enfance. Exactement. Et d'ailleurs, je crois qu'un jour, en faisant de l'alpinisme, vous vous êtes retrouvé au milieu d'un orage. Ah oui, alors ça, c'est... Oui. On est resté à plat ventre sous la pluie et c'était la tournette. À Annecy, j'adorais partir à 4 heures du matin pour voir le lever du soleil sur les Alpes. C'est magnifique, je l'ai fait 3 fois. Mais c'était assez dangereux parce qu'on arrive dans les glaces, la tournette. Et là, on a été pris dans un orage en haut. Et alors, là, c'est vraiment des mauvais moments, mais je m'en souviens comme c'était hier. Mais c'était hier. Alors, il y a aussi le judo, je crois, vous êtes ceinture noire, Claude Douce, Oui. et le vélo.
Alors, le sport, si vous voulez, comme j'étais un mauvais élève, c'est le sport. Alors, j'ai fait du judo, j'ai fait de la spéléo, j'ai fait de la pêche sous-marine, j'ai fait tous les sports. J'ai même fait une partie de catch devant public. Oui. Donc, c'est... Alors, il y a une star, d'ailleurs. Et les judo, j'ai été... comme j'étais gaucher des jambes, ça existe, un dégaucher des jambes. Et là, je gagnais tout le temps. Et j'ai gagné le championnat des ceintures marron, par exemple, de l'Île-de-France. Donc, c'était quelque chose. Et je battais des ceintures noires. Et le vélo, je précise qu'il y a quelqu'un qui a aussi vécu à Saint-Maurice, mais qui a disparu trop tôt, c'est Laurent Fignon. Oui. Qui était aussi de votre ville natale. Ah oui, mais il y a eu il y a eu des grands peintres, Delacroix, Beaucoup. Oui, oui. Et puis il y a le chewing-gum aussi, que vous avez découvert grâce au GI, juste à la fin de la guerre, Claude Douce. Alors, ce qui est drôle, c'est que mes parents, pour me protéger pendant la guerre, m'ont envoyé en Normandie. Alors, vous voyez, donc ils m'ont rapatrié et ensuite ils m'ont envoyé en Seine-et-Marne. Et c'est là où il y a eu toutes les batailles parce que les armées ont contourné Paris et les batailles ont été en aval et en aval. Donc c'est là, moi j'étais très jeune hein, et il y avait eu des batailles dans la forêt et le défilé des Américains qui remontaient en sueur noire, c'était... Et là, distribution, nous, c'était au mois d'août, ils avaient une chaleur incroyable. Et alors, mes cousins avaient des poires, donc on m'avait mis au milieu des défilés, là, et je distribuais des poires. Et alors, j'ai eu mon premier chewing-gum et mon premier morceau de chocolat. Et les gens, et le lendemain, ils avaient mis de la farine, j'ai mangé mon premier morceau de pain blanc. Mais ça, les jeunes, ils peuvent pas comprendre, parce que c'est pour ça que j'ai tout un respect sur l'alimentation et le pain. Je jette rien. C'est des mémoires, c'est l'enfance. Exactement. Et je crois aussi qu'à l'époque, vous ne manquez pas de biscuits, grâce à votre père, qui est, je crois, administrateur des biscuits Gondolo. Gondolo, le biscuit qu'il vous faut. Exactement. Et qui est né en 1898, et c'était au départ, c'était une marque de gaufrettes. Et ce sont les frères Belin qui ont repris cette marque ensuite. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que vous êtes dans cette famille, le petit dernier, et on a du mal à se faire des copains de jeu avec un frère qui est beaucoup plus vieux que vous. Oui, 15 ans de différence avec mon frère Jacques, oui. Et puis 10 ans avec Bernard, donc c'est... Oui. Donc j'ai été élevé, c'est complètement différemment. En fait, c'était un père pour moi, mon frère. Exactement. Ouais. Et puis l'école, effectivement, c'était pas terrible. Vous êtes au lycée Condorcet de Maison-Alfort, qui est, je crois, un lycée pilote, puisque l'architecte a fait des classes baignées de lumière avec des grandes baies vitrées, ce qui n'existait pas à l'époque. Oui. Alors, avant Condorcet, je me suis fait virer de toutes les écoles. Hein. Ah bon? Ah oui. Sauf dans la cour de récréation, c'est moi qui étais le leader. Hein. Oui. Déjà à l'époque. Donc, vous voyez, c'est encore l'enfance. Oui, vous étiez le cancre parfait. Ah là, moi, c'est un super cancre. Je crois que vos parents employaient une formule à votre propos, Claude Douce. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? J'ai entendu ça toute ma vie jusqu'à 15 ans. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Et c'est ça aussi qui m'a traumatisé. Hein. J'ai été vraiment... Vous vous êtes rattrapé depuis. Mais quand on prend le livre de Michel Drucker, Qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est exactement le même principe. Oui. Et regardez la réussite de Michel Drucker aussi aujourd'hui. Alors, il se trouve que vous allez vous retrouver à Londres avec un aller simple. Oui. Ah oui, parce que qu'est-ce qu'on va faire de lui? Eh ben, au moins, il va apprendre l'anglais. Oui, c'est déjà quelque chose. Hop, à Londres. Et à Londres, alors comme je savais rien faire, j'ai été coursier, je suis rentré à Havas-Londres, coursier. Je transportais les clichés entre les journaux et l'agence de publicité. Alors j'ai fait ça et puis alors je me suis lié aux créatifs, aux grands créatifs d'Havas-Londres. Et alors à ce moment-là, je suis devenu à la création, mais j'étais pas formidable à la création. Hein. Et surtout, vous ne connaissiez rien à la publicité à l'époque. Ah, rien du tout. Et puis je crois que vous aviez une chambre modeste et vous aviez trouvé une astuce pour ne pas dépenser d'argent au déjeuner. Ah oui. Ah non, mais j'ai vécu dans une pièce sans fenêtre, juste la place d'un lit. C'est vraiment à Londres, c'était dans ce qu'on appelle les basements. C'est vraiment terrible. Et c'est vrai que comme j'avais pas d'argent, alors je prenais des petits déjeuners qui remplaçaient le déjeuner, du pain, ou sinon j'allais au restaurant hindou universitaire parce que c'était gratuit. Comment ça se Mais fait? il fallait trier les grains de poivre et les grains de riz.
Mais j'ai vécu, si vous voulez, ce qui est important, c'est de vivre toutes ces expériences. Et puis, ça m'a permis de faire tous les métiers. Hein. Exactement. Et puis, vous avez découvert aussi les clubs de jazz, car on parle beaucoup des Beatles à Londres, mais il y avait des clubs de jazz à Londres. Ah oui, avec Chris Barbara, qui était la vedette. Et puis, alors, mon frère Bernard, il était dans son grenier, il y avait toutes ces vedettes de jazz. Et puis... j'ai connu pas mal de gens qui ont démarré le jazz avec Moustache. Exactement. Avec Henri Salvador. Bien sûr, il a commencé aussi avec le Ray Ventura et ses collégiens. Oui, donc tout ça, c'était des amis au début. Et l'agence Havas, effectivement, donc elle est très importante dans l'histoire de Londres, car Charles-Louis Havas a fondé en 1832 une agence d'information qui alimentait en particulier les spéculations financières entre Paris et Londres. Car au départ, c'était pas de la pub, c'était de l'information. Ah oui, non, la pub est arrivée très tard. Exactement. Mais à l'époque, quand vous découvrez cette agence, vous êtes arrivé là par hasard. Oui, complètement. Et c'est un ami de mon père qui était prisonnier, et mon père lui envoyait des biscuits. Oui. Et alors, quand il est revenu après la guerre, mon père lui dit « Est-ce que tu peux pas prendre mon fils ?» C'était Jacques, le plus âgé. Et ils l'ont envoyé à Grenoble pour trier les journaux. Et puis ensuite, il a réussi et il est revenu à Paris. Et alors, c'était ce fameux Gingeot. Moi, je dois tout à cet homme, Gingeot. Et alors, il voulait pas que j'aille avec mon frère dans la pub. Il voulait que je sois. Il dit, tu peux être patron d'Havas Voyage à Nice. Alors, il fallait choisir parce que la publicité n'existait pas à Havas. Il y avait Bleuchten-Blanchet qui était le numéro 1 de la publicité. Et j'ai failli choisir parce que j'ai fréquenté la fille de Monsieur Gingeot. Oui. Et voilà. Alors voilà. C'est pour ça que on me connaît pas. On ne connaît pas parce que quand on ne connaît pas mon parcours, on ne peut pas imaginer tout ça. Eh bien, on a commencé à connaître votre parcours. On va continuer avec une autre date, le 19 juillet 1971. À tout de suite sur Sud Radio avec Claude Douce. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Claude Douce. Votre livre, Mes années pub, 50 ans d'innovation de Nespresso à Oasis, aux éditions du Rocher. Alors, effectivement, vous êtes un homme de pub. On a évoqué vos débuts qui n'étaient pas dans la pub et qui sont arrivés par hasard. Ensuite, vous avez beaucoup créé et j'ai trouvé une date, le 19 juillet 1971. Ce jour-là, les Français découvrent sur les murs une affiche géante avec l'explication d'un mot qui traîne depuis des semaines, Candia. Oui. Alors, c'est une des premières innovations que j'ai fait. Et j'en ai une autre à vous raconter, c'est avec Sud Radio. Innovation. Absolument. Après, qui est la première, en fait. Alors, on va commencer par Candia et Sud Radio ensuite. Voilà. Alors, Candia, j'ai la chance de tomber au moment où 4 petites coopératives ont décidé de se réunir en une seule et devenir numéro 1 du secteur économique de la laiterie. Et à ce moment-là, on trouve un nom, Candia, et on se dit comment lancer, alors qu'il y a eu un attachement à des marques locales, comment on peut transformer sans perdre trop de chiffre d'affaires. Donc l'idée, l'innovation, c'est de se dire, bon, un tiers du budget, un peu plus d'un tiers du budget, on prend le risque, on met Candia. Candia, personne ne sait ce que c'est. Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est un électroménager? Personne ne sait. Et on tient le coup. Alors, c'est une prise de risque, hein, quand même. Et on tient le coup. Alors, Candia, va arriver le temps, etc. Et puis, à un moment donné, Candia, c'est du lait. Voilà. Et ça a marché. La pureté du lait. Et on est devenu numéro 1. On est resté numéro 1 sur 50 ans. Ouais, aujourd'hui encore, Candia est dans tous les supermarchés. Oui. Et au lieu de perdre du chiffre d'affaires avec les marques locales, on a gagné plus 12%. Alors là, le président... Mais alors la suite, le président m'a dit, formidable, mais Claude, ça va pas parce que votre goutte de lait, parce que c'est nous qui avons dessiné le sigle, oui. le logo, le lait. Et dans la presse quotidienne, ça faisait une goutte noire. Il me dit, là, vous me vendez du pétrole. Alors, vous allez me retirer ça tout de suite. Alors moi, je résiste toujours. Hein. Et on a inversé les couleurs, si bien que j'ai retrouvé ma goutte blanc. Mais à chaque fois, aujourd'hui, que je vois la goutte de lait, ça me rappelle toute une histoire. Exactement. C'est l'enfance, hein, pratiquement. Et puis, on a oublié aussi qu'il y a eu une grande campagne de lait en 54 de Pierre Mendès France qui voulait lutter contre la dénutrition. Et puis, on donnait de la bière aux enfants dans les écoles. Et il a fait une grande campagne pour être studieux, solide, fort et vigoureux. Buvez du lait.
Ouais. C'était un petit peu avant vous, mais... Mais alors, je vais vous raconter une petite anecdote secrète. Quand j'étais ceinture noire et mon prof de judo avait dit, voilà, on nous demande, il y a une conférence avec Mendes France, et on nous demande de garder des rangs. Alors, on prenait les judokas, dont moi, et j'étais convié à une conférence sur le lait avec Mendes France, et je devais surveiller 4 ans. Et le professeur du judo dit, si ça va mal, vous partez. Donc, vous voyez, le hasard, c'est incroyable. C'est incroyable. Et Sud Radio, alors? Alors, Sud Radio, c'est ma première innovation. Avec France Gall. Alors, on a eu l'idée qui est 1 heure Sud Radio pour lancer un groupe immobilier, Cap d'Agde, c'est les ports de Cap d'Agde, qui n'existaient pas. Et c'était, Cap d'Agde avait une mauvaise image, hein. On a transformé tout ça. Et alors là, l'innovation, ça a été de prendre Jean-Marie Rivière, qui avait fait Saint-Trope, et puis Moustache, et j'ai fait mon premier contrat marchandise en disant, on vous offre un appartement si vous restez pendant 2 saisons, voilà. Et alors, il faisait l'animation, il y avait la réputation, et ça a été un succès. Le premier port, c'était un tel succès qu'ils en ont fait un deuxième, puis un troisième, je crois. Donc, et alors, Sud Radio, j'ai emmené France Gall en voiture. Elle était jeune et avec ses parents. C'était des premières chansons. Et c'est Sud Radio qu'il a accueilli, qui faisait tous les jours, l'idée c'était 1 heure transmission Sud Radio. Alors toutes les vedettes sont venues pour passer sur Sud Radio et dans le Sud. Voilà. Donc vous voyez, c'est ma première innovation, c'est Sud Radio. Donc aujourd'hui c'est un retour aux sources en vous appuyant sur Sud Radio Claude Douce. Alors il se trouve aussi que, vous parliez de Marcel Bleustein-Blanchet, on a un peu oublié qu'il a démarré dans une petit appartement de 2 pièces, au-dessus d'une charcuterie avec l'odeur de la charcuterie en 1926. Ah oui, ça je savais pas. Et c'est pour ça que ça s'appelle Publicis. À cause de ça. Et c'est son frère Georges qui avait trouvé l'appartement au 17 Faubourg Montmartre. Et il a gardé ensuite, quand il est près des Champs-Élysées, la porte en souvenir pour la mettre dans le bâtiment des Champs-Élysées. Ah oui, non, je connaissais pas l'histoire. Et il se trouve aussi qu'à l'époque, la pub, c'était ça. Le secret d'un joli teint, c'est Diadermine, oui Diadermine, soir et matin. C'est extraordinaire parce qu'avant la guerre, des artistes comme Charlie Johnny faisaient des slogans, Sacha Guitry faisait des slogans, et les ska c'était exquis. Les émissions de radio étaient ensuite parrainées par des marques, et l'annonceur venait après la guerre, dans les années 60, écouter l'émission de radio avant diffusion pour savoir s'il la parrainait. Ça a beaucoup changé, ça. Oui, ça a énormément changé, oui. Et c'est vrai que ces jeunes publicitaires, vous les avez fréquentés, vous avez apporté un nouveau souffle à la création, Claude Douce. Ah oui. Ça a été formidable. Hein. Mais justement, vous connaissiez cette forme de publicité avant la guerre ou après la guerre, ou est-ce que c'était vraiment ça a moi, ce qui m'avait chose marqué avant la guerre, c'est les affiches. Oui. Je pense qu'on n'a jamais. L'affiche est un cri. Il faut un mot et on a quelques secondes pour voir une affiche. Et là, si vous allez au musée de l'affiche, vous verrez tous ces affiches splendides, Collin, Morvan, tous ces grands. Il n'y a jamais eu d'affiche depuis. Non, et en plus, vous parlez du temps qu'il faut, et je crois que, on l'a un peu oublié, que c'est vous, avec Thierry Ardisson, qui avez inventé le spot de 8 secondes à la télévision. Ouais. Alors, si vous voulez, j'ai fabriqué 47 agences. Personne ne le sait, ça. Et une des premières, c'est avec Ardisson, alors qui était dans une grande agence de publicité, TBWA. Oui, je lui ai dit, j'aimerais bien vous avoir avec moi. Il venait de créer le slogan « Touche pas à mon pote » avec Harlem Désir. Oui, mais c'était excellent. Oui. Et alors, il vient me voir 1 an après, il me dit, voilà, je veux faire une société avec toi, avec les 8 secondes. Je lui ai dit, mais attends, t'es fou, 8 secondes. 30 secondes, c'est déjà difficile de créer toute une histoire. Surtout qu'il y a la signature qui prend 3 secondes. En fait, c'est des histoires de 5 secondes. Et à ce moment-là, il me chante « Chaussée aux moines ». C'est des moines, une table, vous avez la gastronomie, vous avez des chants grégoriens, vous avez toute l'histoire en quelques secondes. Et alors, à ce moment-là, j'ai dit oui. Et on a fabriqué cette agence qui s'appelle Business, qui existe toujours. Et ça a été une saga, à telle enseigne que j'ai été voir Lelay, le président de TF1, et je lui ai dit, écoutez, pour les PME, il faudrait faire un tarif. Voilà, moi, j'ai une société qui fait des 8 secondes avec Ardisson, et il faudrait avoir un tarif pour les PME.
Et c'est comme ça que c'est parti l'émission. Et après, il y a eu la jouvence de l'abbé Souris. Vous savez, des PME qui n'ont pas les moyens. Or, en publicité, c'est la répétition qui compte. Exactement. Donc, les petits budgets, ils peuvent pas. Voilà. Et Ardisson, justement, a fait de la télévision ensuite. Enfin, les premières émissions, il avait peur, il transpirait. Et c'est Henri Salvador qui l'a aidé la première fois à aller devant une caméra parce qu'il n'osait pas, Thierry Ardisson. Alors, il faut savoir que tout ce travail, Claude Douce, vous l'avez fait en arrivant d'abord après Londres et le service militaire à Paris. Et c'est votre frère qui vous a permis de commencer à débuter. Mais vous avez appris la sténo, vous avez débuté au bas de l'échelle. Ah oui, oui. Alors, j'ai voulu me rattraper parce que j'ai eu une amie qui était très cultivée. Et j'ai voulu me mettre au niveau. Et à ce moment-là, ça a été une soif d'apprendre. Donc, mais une soif... Mais une soif d'apprendre déjà dans la pub, parce que, encore une fois, si vous avez atteint les sommets, et c'est très important, vous avez commencé au bas de l'échelle. Oui, mais une soif, pas seulement dans la pub. Tout ce que, alors Voltaire disait, j'étais touche à tout. Eh bien voilà, j'étais un touche à tout, c'est-à-dire que pour briller dans les déjeuners, j'ai appris la paléontologie. J'allais dans les musées, je connais à Londres, je connaissais le British Museum, à New York, je connais tous les musées. Donc ça a été la préhistoire. Après, ça a été l'histoire de Mirabeau, l'histoire de la République avec Thiers. Et puis sans arrêt, quand je commence quelque chose, si vous voulez, je vais jusqu'au bout. Et donc je me suis éparpillé. Donc je sais pas simplement la passion de la communication, mais j'ai des passions pour tout, pour les gens. J'ai une passion pour les gens, pour les aider. D'ailleurs, tous vos clients sont devenus vos amis. Alors ça, c'est incroyable. Là, j'ai fait une petite réception hier. J'avais le président Europe de Coca-Cola, le président de General Motors, le président Europe de L'Oréal, le président... c'était fabuleux. Les gens ont gardé les souvenirs parce qu'on a réussi ensemble. Si vous voulez, 16 marques n'existaient pas. Yoplait, Candia, VSD, c'est des Nespresso. Ouais. Et là, j'ai fini en beauté avec Nespresso, puisque c'est le plus grand succès mondial. Ouais. Alors, il se trouve aussi que vous avez, quand je dis vous avez commencé au bas de l'échelle, c'est-à-dire que vous avez commencé en apprenant la sténo, vous avez ensuite été directeur commercial, vous n'avez pas tout de suite été dans les hautes fonctions. Alors là, j'en ai bavé, pendant 10 ans. Donc, j'ai appris la sténo dactylo, et alors quand j'étais avec les Américains, quand il y a eu l'informatique, j'étais tout seul avec mon ordinateur, ils avaient des piles de dossiers à côté, au bord à New York. J'ai commencé à briller grâce à la sténo et la dactylo. Ensuite, j'ai été au trafic. Et alors, j'ai inventé des choses pour le trafic pour économiser de l'argent, parce que je faisais revenir les clichés alors qu'ils étaient jetés. Bon, ensuite, j'ai été à la création. Mais j'étais un mauvais créatif. Mais ça fait rien. J'étais quand même à la création. Et puis, j'étais aux médias. Alors, les médias, à Vince, il n'y avait rien. Il fallait regarder les tarifs, il n'y avait pas de service média. Donc, il fallait fabriquer. Donc, j'ai été aux médias. Après, j'étais assistant de chef de publicité. Et puis alors, j'ai bien démarré avec Saint-Raphaël, qui a été formidable pour moi. On va en parler justement de Saint-Raphaël tout à l'heure. Et j'avais des petits clients comme les Noces de Jeannette. Oui. C'est incroyable. Des tout petits clients, l'exposition canine. Bon. Et là, j'ai vécu dans l'ombre, parce que mon frère voulait pas qu'on parle. C'était interdit de parler à la presse. Donc pendant 10 ans, et c'est au bout en 70 seulement, donc 10 ans après, c'est un homme de match qui s'appelait Giannoli qui m'a fait le premier article. Alors cet article, c'est là où pratiquement je me suis séparé de mon frère et créé mon agence. Alors il y a eu d'autres événements, et un peu avant 70, il y a un événement mondial, terrestre, qu'on va évoquer à travers la date du 21 juillet 1969. À tout de suite sur Sud Radio avec Claude Douce. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Claude Douce. Votre livre Mes années pub, 50 ans d'innovation de Nespresso à Oasis aux éditions du Rocher. Effectivement, la pub, c'est votre vie depuis 50 ans. On a évoqué vos débuts et la façon dont vous en avez bavé pour justement devenir un créatif. Et le 21 juillet 1969, il y a un événement planétaire qui est lié à votre parcours. L'arrivée de l'homme sur la Lune, et ce jour-là, vous lancez une campagne, et je crois que vous la lancez justement à cause ou grâce à cette médiatisation. Ouais, alors ça c'est une belle histoire. Le président de Martini, le comte Théo Rossi, m'appelle en disant « Claude, ça va pas du tout ». Alors je sais ce que ça veut dire, oui. Publicité, ça va pas du tout. Bon, c'est la dernière chance. Et alors, là, je connaissais Grimblat,
le producteur du film, Pierre Pimblin, qui avait fait un film slogan avec Gainsbourg. Et il avait, au cours de ce film, permis à Gainsbourg de rencontrer Jane Birkin. Et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Ça s'était mal passé. Oui, ça s'est mal passé au début, ils se sont insultés. Alors, il m'invite à la première, ensuite il y a un dîner, il me met à côté de Gainsbourg. Et pendant le dîner, Grambat lui dit « Pourquoi tu travailles pas avec Douce ?» Alors Gainsbourg, il était déjà bien parti, il répond pas. Oui. Et le lendemain, j'ai un coup de fil de l'impresario qui dit « Voilà, Gainsbourg est d'accord pour faire la campagne, le lancement Martini on the Rocks, mais à 2 conditions. » La première, il veut faire le texte. Alors, dire à un annonceur que c'est Gainsbourg qui va faire le texte pour Martini, je veux dire, mais ça, je l'ai pas dit tout de suite. Et puis, il veut faire les chansons. Alors là, c'était un plus, parce que forcément, c'était exceptionnel. J'ai 7 chansonnettes de Gainsbourg que personne ne connaît. Et alors, le dernier point, alors ça, c'était la cerise sur le gâteau, c'est vraiment, je veux que la campagne démarre le jour où les Américains mettent le pied sur la Lune. Alors là, je veux dire, jamais on a vu ça, jamais. Alors je vais voir le contre-aussi, je lui dis, écoute, voilà, je crois qu'on a une bonne idée pour relancer Martini, c'est avec Gainsbourg, il est d'accord. Je dis, mais tu êtes fou, Claude. Il est sous du matin jusqu'au soir, vous voulez que je mette Martini avec Gainsbourg? Je lui dis, écoutez, monsieur le président, vous avez raison, il y a un risque, mais entre 2 risques, vous allez dans le mur, avec les ventes qui descendaient tout régulièrement. Et puis Gainsbourg, c'est vrai qu'il y a un risque, mais c'est un petit risque par rapport au grand. Et il a accepté. Et c'est comme ça qu'est née cette chanson. Un martini de cube, de glace et la sube, utilité d'un zeste. Effectivement, on ne connaît pas cette chanson de Gainsbourg. Non, mais alors je les ai, hein, oui. Je les donne. Non, mais et il a joué le jeu jusqu'au bout. Vous l'avez retrouvé ensuite, puisqu'il y a une pub sur les rasoirs Bic, oui, où il figure. Oui. Alors, comme il est toujours mal rasé, oui. On a fait une annonce Gainsbourg mal rasé, et puis voilà, c'était encore. Alors j'ai lancé les rasoirs Bic. Alors là, j'ai vécu. Si vous voyez, j'ai rencontré des belles personnes toute ma vie. Le baron Bic, Tapi, avec des managements différents. Mais j'ai appris sans arrêt. C'est eux qui m'ont fabriqué, en fait. Oui. Et en fait, Gainsbourg ne s'est rasé qu'une fois à la télévision, dans l'émission de Philippe Bouvard, avec qui je travaillais à l'époque. Il a accepté en direct, dans Bouvard en liberté, de mettre de la mousse à raser et de se raser devant les caméras de télévision. C'est la seule fois. Oui. Mais c'était un look permanent. Ah oui. Quand il a volé son billet de 100, c'était aussi... Oui, mais en plus, il avait une particularité. Lorsqu'il parlait au micro, on ne comprenait pas vraiment. Et lorsqu'il était hors micro, il parlait tout à fait naturellement. Ah oui ? Oui. Non, c'est vrai qu'on devine les paroles de ces chansons. Ouais. Alors, vous avez aussi innové, Claude Douce, parce que finalement, avant vous, les personnalités ne se prêtaient pas à la publicité. Et je crois que le premier qui a accepté, c'est Moustache. Dans une cage aux fauves. Oui, alors là, on a eu des émotions. Alors, Moustache, je l'avais convaincu de faire le relancement de Slavia, qui changeait tous ses conditionnements, dont on voulait faire un coup. Et je lui ai dit, est-ce que tu serais d'accord pour rentrer dans une cage avec un lion? Le lion était bien dressé. Oui. Sauf quand il y a eu les flashs, le lion a grogné. Alors on l'a retiré à toute vitesse et on n'a pas fini. On a pris une photo et on n'a pas continué. Il était courageux de faire ça. Mais alors cette campagne, elle a été une petite campagne. Mais à l'époque, c'était une grande première. Oui, parce que les personnalités ne voulaient pas faire de pub. Non. Pourquoi ? Même Carlos. Oui. Carlos, je voulais l'avoir pour Oasis. Et alors, il m'a dit, non, je veux pas faire de publicité. J'ai dit, attends, je savais qu'il c'était un grand pêcheur. Il avait pris des espadons, mais jamais un marlin, qui est le roi des espadons. Oui, je crois qu'il se déplace à 120 km/h, le marlin, donc il faut l'attraper. Ah oui, non, mais il ne fait pas. Alors, je prends mon directeur général, je lui dis, tu pars aux Caraïbes, alors elle était très content, avec Carlos, et tu me ramènes un marlin. 3 semaines après, ils ont pêché un marlin, et il a respecté sa parole. Carlos a accepté de... Et c'est tant mieux pour lui, parce que Rosalie, il avait fait 2 ans avant la chanson. Bon, il y avait un succès moyen. Et c'est quand on a fait « Qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc ?» À ce moment-là, les ventes ont explosé. Il a fait fortune. Oasis, c'est beau, c'est beau. Oasis, tout le monde en boit. Oasis, tout le monde en boit. C'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui encore, les jeunes connaissent cette pub.
J'ai des enfants autour de moi qui chantent Oasis sans savoir que c'est Rosalie, Claude Douce. Oui, il y a beaucoup de pubs qui sont restés... Paris Match, le poids mémo du choc photo, c'est devenu dans le langage courant. C'est-à-dire que ça aussi, un jour, effectivement, vous êtes à Paris Match avec Daniel Philippaki et vous cherchez un slogan pour Paris Match qui doit être relancé, Claude Douce. Oui, il faut savoir que Paris Match était mort. Oui. À un moment donné, c'était fini. Oui, hein. mais Paris Match, au départ, était un journal de sport créé par Jean Prouveau. Oui. Et après la guerre, il l'a développé, mais ça a fini par tomber dans les années 70. Oui, alors qu'il a eu une apogée, comme Oui. toutes les marques, à un moment donné. Et oui, alors c'est Philippe Aki qui avait fait Salut les copains Oui. sur Europe, il avait brillé, et puis quand il a repris ça, uniquement sur son concept visuel, il a changé la main, et immédiatement c'est reparti. Mais avec le slogan qui illustrait bien la nouveauté de la campagne, du relancement, le poids des mots, le choc des photos, immédiatement ça collait, parce qu'on voit un avion en flammes, tel jour, telle heure. Voilà, le poids des mots, choc des photos. Et ce slogan, Claude Douce, vous avez vécu sa création lors d'une réunion. Ah oui, avec, je cite dans mon livre, c'est un très grand créatif qui s'appelait Montalet. Alors, j'ai dit un très grand créatif, mais j'ai pas pris de direction de création. C'est unique. Dans toutes les agences, il y a un directeur de création. Parce que j'avais vu à Londres, il y avait une petite agence qui s'appelait Booz, je sais pas comment. Et puis, ils avaient intégré un psy avec un créatif. Alors là, j'ai copié. En fait, j'ai copié et systématiquement, je mettais des psys avec les créatifs. Parce que tout le monde prend la ligne droite de A à Z. Il faut jamais reprendre le chemin que tout le monde prend. Il faut passer par l'irrationnel. Parce que les idées qu'on trouve, c'est pas la logique. Il faut partir de l'irrationnel pour trouver des choses qui aient de l'impact, qui soient complètement différents. Mais qu'apporte le psy ? Ah ben le psy, il vous embarque. Je prends un exemple. Il y avait une agence qui s'appelait Alice. Il m'avait commandé tous les magazines mondiaux. Et en feuilletant, il voit un, il dit ah ben ça colle. Vous voyez, c'est pas une démarche de logique. C'est de l'irrationnel. Exactement. Donc, vous êtes cet après-midi-là dans Réunion et quelqu'un dit le poids des mots. Et vous trouvez que c'est insuffisant ? Oui. Alors, c'est pas moi, je devrais dire on. Oui. Parce que tout seul, on ne fait rien. C'est des équipes. Automatiquement, toutes les campagnes, la vision, la stratégie, le concept et le slogan qui n'est qu'un petit morceau. Les gens croient que c'est le slogan, on fait un slogan comme ça. Non, c'est après un raisonnement très solide de stratégie qu'on arrive à un slogan. Mais si ça colle pas, si vous n'avez pas toute la démarche, voilà. ça va pas. Donc il y a eu le poids des mots et ensuite quelqu'un a trouvé le... Oui, quelqu'un a trouvé, je crois que c'était un homme qui s'appelait Pochon. Voilà. Quelle mémoire. Alors, il y a quelqu'un d'autre que vous avez rencontré, mais une légende, et là aussi, faire une campagne avec lui n'était pas évident, c'est Salvador Dali. Ah ouais. Alors, un jour, Gustave Leven, le patron de Perrier, dit voilà, j'ai un conseil de je veux faire un coup. Trouvez-moi une idée. Et alors, il dit bon, un coup. Alors, souvent, je pars des médias. Je vais voir les médias en disant comment on pourrait déranger les gens. Je vais voir François et je dis est-ce que vous êtes capable de me faire une page en alu? Ah bien, attendez, ça va coûter. J'ai dit bon, c'est pas grave, c'est Perrier. Bon, alors d'accord, ils sont d'accord pour me faire une page en alu. Alors après, je dis voilà, le slogan, c'est fou. Perrier, c'est fou. Et je pense à Dali. Alors je vais voir Dali et je lui dis voilà, si je vous offre une page en alu, est-ce que vous êtes d'accord pour me faire une peinture? Ce que vous voulez, ce que je veux, c'est Perrier, c'est fou. Et il l'a fait. Immédiatement, il était d'accord. Vous l'aviez vu dans sa suite du Ritz avec sa canne et ses moustaches. Ah oui. Alors, je le voyais souvent. Il était chez Lasserre. Oui. Et chez Lasserre, parce que j'ai un client qui me demandait de faire un dîner tous les ans chez Lasserre. Voilà. Et à chaque fois, on était à côté de la table de Dali. C'est comme ça aussi, si vous voulez. On crée des ponts avec des gens et on arrive à des logiques et des solutions. Alors moi, je me souviens de Salvador Dali dans sa suite du Ritz qui un jour me montre ce qu'il avait acheté, une voiture gazon. C'est-à-dire le gazon était sur le toit et il l'arrosait tous les matins et c'était une œuvre d'art. On ne peut plus imaginer des personnages comme ça aujourd'hui. C'est pour ça que la folie collait bien avec lui. Exactement. Et puis, alors il y a une chose que j'ai découverte aussi parce que les fans de Dalida ne connaissent pas forcément la campagne qu'elle a faite pour vous, Claude Douce. Car c'est Saint-Raphaël avec Dalida. Ah, Dalida.
Alors Dalida, là, vraiment, j'ai passé 3 semaines avec elle. Parce que on avait inventé avec Lucien Maurice, on avait inventé les numéros 1 de demain. Tout à fait. Qui était le The Voice d'aujourd'hui, qui était à l'Olympia. The Voice, on l'a démarré, mais je crois que Hugo Frey est sorti de là. Oui, oui. Et donc on a fabriqué des vedettes. Et c'est comme ça que Dalida a été remarquée par Lucien Maurice. Alors, c'est un long parcours avec Dalida, parce que le soir, après le Tour de France, alors il faut savoir que Saint-Raphaël avait une équipe Anquetil. Donc déjà, ça se mariait bien avec le Tour de France, et à la fin de chaque soirée, avec Dalida, il y avait un concours avec les jeunes, et à la fin, avec Régine, parce que j'ai fait une société avec Régine aussi, pour les événements, et avec Régine à l'Olympia et Cocatrice, on a fait le jour de la générale de Johnny Hallyday, on a fait la finale. Alors là, pour Saint-Raphaël, c'était formidable. Mais je crois que c'est l'une des rares pubs de Dalida avec Saint-Raphaël. Ah oui, oui. Moi, j'en connais pas d'autres, oui, en tout cas. Mais en même temps, en plus, c'est d'autant plus étonnant qu'elle ne buvait pas une goutte d'alcool et une goutte de vin. Non. Jamais. Alors, elle était venue me voir, parce qu'on avait eu des bonnes relations, elle était venue me voir après l'agence. Alors, c'est au moment où elle était au top. Oui. Et elle m'avait dit, je veux lancer des cigarettes. Elle était égyptienne. Elle voulait lancer des cigarettes, vous savez, des cigarettes de toutes les couleurs, très fine, et je veux lancer ça. Mais comme la CETA avait le monopole, la CETA a refusé. Mais elle voulait que je lance sa cigarette. C'était une femme très gentille, beaucoup plus discrète qu'on peut l'imaginer, et qui travaillait tout le temps. Ah oui, et puis quand elle s'est mariée avec Lucien Maurice, là, c'était formidable. J'ai vécu à Deauville, elle était toujours avec lui. C'est une femme vraiment exceptionnelle, d'une gentillesse, mais elle a mal fini, c'est dommage. Lucien Maurice aussi a mal fini. Et ce sont des histoires d'amour qui ont mal tourné, d'ailleurs. Des talents pareils, finir comme ça, moi, ça me rend très triste. Mais oui. Enfin, il y a des moments beaucoup plus heureux, et ces moments heureux, vous les évoquez dans ce livre, qu'on va évoquer à travers la date de sa sortie, le 8 octobre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Claude Douce. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Claude Douce. On a évoqué votre parcours dans l'ombre, et pour la première fois, vous racontez ce parcours dans ce livre, Mes années pub, 50 ans d'innovation de Nespresso à Oasis aux éditions du Rocher, un livre passionnant et illustré qui est sorti le 8 octobre 2025. Alors, pourquoi avoir fait ce livre, Claude Douce ? Je me suis aperçu que j'étais pas connu. Oui. J'étais connu, c'est mes campagnes qui étaient connues, mais moi je n'étais pas connu, on ne sait pas comment je suis arrivé là. Et parce que c'est vrai, j'ai mal travaillé à l'école, donc c'était improbable. Et j'aurais dû finir chez Desrolles, faire de la taxidermie au SMIG. Exactement. C'était ça mon avenir. Donc ça a été incroyable. Et quand je commence une petite conférence pour les PME, par exemple, je dis toujours, si j'ai réussi, n'importe qui peut réussir. C'est-à-dire, je suis un espoir pour les jeunes. C'est-à-dire, tout le monde a une idée. C'est pour ça qu'avec la famille, on avait fait vraiment une grande opération, une fondation pour les jeunes. Alors, à la radio, on disait, si vous avez moins de 25 ans, si vous avez une idée, vous le dites. Et à TF1, on rassemblait les gens, on sélectionnait 20 personnes. Et là, il y a des gens, on a fait 200 créations d'entreprises avec la famille, Sylvie, etc. Voilà. Il se trouve aussi que dans ce livre, il y a des affiches qui sont finalement le récit de plusieurs générations, le récit d'une époque. Vous les aviez conservées, ces affiches, pour les réunir dans ce livre? Oui, j'ai conservé. Elles sont un peu poussiéreuses maintenant, conservées. Mais vous avez décidé de les réunir dans ce livre avec un texte explicatif sur votre parcours et sur ces affiches. Ouais. C'est ça le livre, finalement. Oui. Ah oui. Alors, il se trouve qu'il y a une campagne qui a beaucoup marqué les gens, et je crois que c'est une de nos premières campagnes, c'est une campagne dans les gares. Ah oui. Ça, c'était un moment extraordinaire. Ah oui. Alors, en termes d'innovation, là, j'ai eu 3 innovations pour un client. Alors, c'était le président de sa marque, qui s'appelait Monsieur Le Tanner. Une marque de lessive, oui. Et qui dit, voilà, je suis bouffé par les Américains, le grand groupe Procter avec Spic qui faisait disparaître Saint-Marc petit à petit. Alors il vient me voir, il dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Mais j'ai pas d'argent. Alors d'abord, j'ai dit, je vous prends gratuitement. Et puis on verra après. Parce que je pensais pas réussir. C'était foutu, quoi. Vraiment, vous avez un géant en face, vous n'avez pas d'argent. Alors, la première des choses, il faut que j'ai de l'argent. Et alors j'ai eu l'idée,
incroyable. Sous le Second Empire, il y avait les locomotives, et dans les gares, tous les plafonds étaient couverts de poussière, de noir. C'était affreux, la saleté dans les gares. Et je vais voir le directeur de la SNCF, et je lui dis, voilà, ce que je vous propose, on lessive les gares, et pendant le temps de des lessivages, vous me mettez dans tous les trains, à l'échelon national, et une affiche dans la gare. Et ça sera la première campagne écologique. Alors ouais, 2 innovations déjà. Alors il me dit oui tout de suite. Alors à ce moment-là, enfin, mais au lieu d'une semaine, ça a duré près de 3 semaines. C'est extraordinaire. C'est bien que j'ai une campagne qui représente des millions et des millions en face Procter. Et alors c'est pas fini. Ensuite, je dis la 3e innovation, j'ai dit bon, la lessive c'est bon pour les murs, tout le monde le sait, mais bon, ça se fait une fois de temps en temps. Et donc les paquets croupissent sous l'évier. Et alors je lui dis, bon, si c'est bon pour les murs, c'est bon pour les sanitaires, c'est bon pour le sol et c'est bon pour les jeans des chefs de gare. Et je lance la campagne, l'extension d'utilisation. Ensuite, comme j'avais dans mon conseil d'administration des distributeurs, ça passait de drogueries, je l'ai fait passer dans les grandes surfaces. Et à ce moment-là, et puis il y avait un ange, on l'a réactualisé, modernisé. Écoutez, les ventes ont explosé. Et la force, là c'est là je reprends du judo, je me suis servi de la force de Procter qui disait garantie ammoniac, et moi j'ai dit garantie sans ammoniac, c'est-à-dire à chaque fois que Procter faisait de la pub, ça rapportait à Saint-Marc. À la bonne odeur de pain. Et pour finir, vous savez que j'ai fait un film, on pourrait pas le faire aujourd'hui. J'avais un aquarium avec quelques poissons rouges et on versait une cuillère de Saint-Marc et les poissons étaient tout heureux, etc. Et pour finir, une anecdote très amusante, c'est que pour nous convaincre que c'était un produit sain, le président de Saint-Marc, M. Nel, prenait une cuillère et l'avalait. Et dit maintenant, votre créatif, il faut qu'il avale une cuillère pour travailler pour moi. C'est inimaginable. Alors vous avez dans ce cas, alors il était en faillite. Maintenant, il a explosé, puis il a fusionné avec Ben Kaiser. Ça a été, les ventes ont explosé. Il se trouve que dans les gares, justement, quelqu'un d'autre a lancé une chanson. On prend toujours un train pour quelque part. Je ne sais pas si vous savez, Claude Douce, mais Gilbert Bécaud, pour lancer cette chanson Un train pour quelque part, s'est installé en 68 à la gare de Nice et il chantait pour les voyageurs qui descendaient du train sur une petite estrade. Ah bon? Oui, c'est extraordinaire. formidable. Donc c'est le même principe. Alors quand vous dites effectivement, on ne pourrait plus faire certaines choses aujourd'hui, la pub a évolué. Effectivement, Gainsbourg en train de boire ou la lessive Saint-Marc, ça poserait des problèmes. Ah non, mais c'est impossible. Ça serait impossible. C'est carrément. Mais si vous voulez, moi, mon mot magique, c'est la théorie de Darwin, c'est l'adaptation au milieu extérieur. Ouais. Les gens évoluent, il faut s'adapter à l'évolution. Les techniques évoluent, il faut s'adapter aux techniques. Et l'intelligence, c'est l'adaptation, c'est pas le coefficient intellectuel, parce qu'on a plein de gens intelligents, vous voyez ce que ça donne de temps en temps. Mais il faut vraiment s'adapter aux conditions. Et pour un annonceur, c'est pareil. Oui, s'adapter aux rusées, Claude Douce, parce que je crois que vous avez eu quelques soucis avec les bébés en couche culotte qui parlaient de leur retraite, sujet d'actualité, mais que vous traitez déjà sous Valéry Giscard d'Estaing. Ah oui, alors c'est une campagne. Alors, il faut dire que l'UAP, qui est maintenant AXA, oui, c'est nous qui l'avons lancé. Encore une fois, je suis tombé au bon moment où 4 petits assureurs se réunissaient pour fabriquer la première assurance. Hein, et le slogan, c'était numéro 1, oblige. Voilà, et on est parti comme ça. Et là, il y a aussi des innovations que j'ai fait, parce que on a simulé, alors on a simulé le futur, et là on a vu que le problème des retraites était chaque président de la République donne le ballon brûlant au suivant. Pourquoi ? Parce que quand on s'occupe de la retraite de paiement, on perd des voix. Voilà. Donc personne n'a voulu perdre des voix jusqu'à notre dernier président là. Bon, donc cette annonce, elle a dérangé le premier Giscard d'Estaing, qui a téléphoné au président qui s'appelait Leca de l'UAP, il m'a dit, vous m'arrêtez cette campagne. Et là, j'ai désobéi et je l'ai fait passer dans le Nouvel Obs. Et si vous prenez Wikipédia, ils l'ont ressorti dernièrement, parce que c'est d'actualité. Donc ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est comme les chansons qu'on retrouve, ça revient à l'actualité. Donc
Donc j'ai pas vieilli. Et surtout, il y a des pubs qui ont marqué une époque. Les mouchoirs Lotus, là aussi, ça a été important. Ah oui, ben là encore, je me retrouve avec le numéro 1 mondial Procter américain et Ferdinand Béguin décide de lancer des mouchoirs. Après le papier hygiénique, il lance des mouchoirs. Alors ça aurait dû être l'inverse. On aurait dû commencer par là. Mais en face, on a un produit générique, Kleenex. Voilà, c'était donnez-moi un Kleenex. C'est comme Frigidaire. Donc à chaque fois que j'aurais fait de la pub pour Lotus, c'est Kleenex qui aurait engrangé les ventes. Donc j'ai décidé. Alors je crois que je dois être le seul dans la communication. J'ai pris le budget, imaginons 1 million, j'ai dit j'en veux pas et on va tout mettre dans le produit. On va distribuer des produits gratuitement. Et c'est l'époque où les autoroutes, personne ne s'en souvient, on faisait 3/4 d'heure la queue, les gens étaient énervés. Et j'ai dit voilà, j'ai été voir le préfet, c'est les préfets qui dirigeaient les autoroutes, le préfet Chopin, le préfet du Nord, et je lui ai dit voilà, si vous me permettez de faire de la publicité sur les autoroutes, eh bien on vous donne... voilà, on donne à tous les gens qui attendent, ils vont être contents, c'est un geste sympathique, et ça c'est que... Donc c'est une campagne, c'est pour ça que je suis pas vraiment... Je suis un entrepreneur plutôt, j'ai des démarches d'entrepreneur. Dans tous les cas que vous avez évoqués, c'est l'entrepreneur. On m'a connu comme publicitaire, c'est tout. Voilà. Mais on a oublié que les premiers Kleenex, en fait, sont nés aux États-Unis après la Première Guerre mondiale, où on se servit de pansements qui n'ont pas été utilisés pour fabriquer les premiers Kleenex. Ah oui, mais c'est des produits tout à fait anciens. Oui. Et puis alors il y a George Clooney aussi, ça c'est la chose la plus importante parce que le Nespresso What Else, tout le monde connaît aujourd'hui dans le monde entier. Oui. Et c'est vous, Claude Douce. Oui. Alors on a démarré il y a longtemps. Hein. Oui. Pendant 10 ans, on a refusé de faire de la publicité. Et alors ce qui s'est passé là, dans les 47 agences que j'ai fait, il y a l'agence pour créer Nespresso. Elle s'appelait Arte Povera. Et là, le président de Nespresso dit « Je vous mets pas en concurrence si vous me fabriquez une agence pour moi. » Alors, j'étais habitué, hein, c'était un jeu d'enfant de créer une... Et alors à ce moment-là, il me dit « Mais il faut des gens de la signalétique, il faut des gens de la robotique, il faut des gens pour les banques de données, il faut le marketing relationship, une agence qui n'existe pas. » Et j'ai fabriqué cette agence et on a travaillé, si vous voulez, sur les boutiques, on a travaillé sur les capsules, on a travaillé... et la communication, j'ai refusé parce que c'est le principe de rareté. Le principe de rareté, c'est un risque, mais quand vous refusez de mettre à la portée de tout le monde, on se battait pour avoir des capsules. Il faut se souvenir de ça. Bien sûr, et aujourd'hui elles sont partout. Et George Clooney est arrivé là-dedans. Oui. Comment c'est né ça ? Ah bah alors c'est mes équipes, on peut dire. Et alors notamment, j'avais un homme qui s'appelait Gérard Charbit qui a pris ma place quand j'ai quitté McCann. Là. Et c'est lui au début qui a suivi toute cette campagne. Et ils ont trouvé. Ouais. Alors il faut dire honnêtement que c'est Clooney qui a choisi What Else, parce que le travail avec Clooney, on allait à Los Angeles et on présentait des scénarios et c'est lui qui disait c'est ça qui me plaît. Et quand il y avait une hésitation, il disait je veux What Else. C'est lui qui a décidé What Else. C'est dire s'il avait du flair. Voilà. Et puis vous avez aussi une autre activité, vous avez sauvé des châteaux, je crois, Claude Douce. Ah oui, alors la culture me doit beaucoup. Hein, parce que des puits sans fond, c'est moi. Alors j'ai un premier château. Alors en plus c'était le château de Philippe le Bel, donc c'est toute l'histoire des Templiers. Et là, j'avais pas d'argent et j'ai acheté ça à crédit. Évidemment, c'était pas grand-chose. Mais alors les travaux, il y avait plus de toit. Il y avait un arbre qui dépassait la tour. Je sais pas si vous imaginez. Oui. Et alors, on est toujours récompensé. Quand on fait des bonnes choses, on est toujours récompensé. Enfin, ce qui a été mon cas. Et figurez-vous qu'on a découvert un trésor dans les murs, et c'est grâce à des pots de confiture. Alors, les anciens, après la guerre, ce sont des agriculteurs qui avaient ça. Et puis un jour, un mur, ça c'est des murs qui faisaient près de 2 mètres, hein, de 1,80 m à peu près d'épaisseur. Et le dernier propriétaire, qui s'appelait le seigneur d'Auvet, est un fou d'histoire et son frère est notaire royal. Et c'était sous Louis XV. Et là, il a ramassé
tous les documents, tous les parchemins et toutes les signatures des rois de France depuis Philippe le Bel. Et j'ai toute l'histoire de Philippe le Bel. Et tout ça, il avait ramassé. Et sentant la Révolution, il est parti et il a emmuré tout ça. Le mur s'est écroulé, les agriculteurs ont mis ça dans un grenier, et la brave fave qui faisait des pots de confiture découpait des bouts de parchemin avec un sens de la santé formidable, parce que ça n'entendait pas l'écriture, et c'est avec ces pots de confiture qu'on a découvert qu'il y avait un trésor dans les greniers. Vous devriez écrire un livre sur ces châteaux, Claude Douce, parce que c'est une telle histoire fabuleuse que ça passionnera beaucoup de gens. En attendant, comme trésor, il y a ce livre, Mes années pub, 50 ans d'innovation de Nespresso à Oasis, aux éditions du Rocher, que je recommande à celles et ceux qui connaissent la pub, qui ont le souvenir de cette époque, mais aussi aux jeunes pour qu'ils découvrent ce qu'est la créativité. Ouais. Et puis continuez ainsi avec passion, Claude Douce, parce que je suis sûr que vous avez encore d'autres aventures à vivre. Moi, je suis un passionné. Continuez ainsi, ne changez rien. Notamment de préhistoire. Alors, justement, écrivez un livre sur la préhistoire. De Napoléon. Voilà. Écrivez tout ça et vous revenez dans Les Clés d'une vie, on en parlera avec joie. Bon, merci beaucoup. Merci Claude Douce. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.